Bonjour à tous, Spider Review numéro 20, épisode 8 de la saison 2 du spectaculaire Spider-Man. There has been an outburst of supervillains wreaking havoc in Manhattan and out of control. Living on the edge, found crimes and webs swinging from the highest ledge. He can leap above her head. Oh, villains on the rise and the city's victimized. Looking up with no surprise, arriving in the speed of time. This is Big Lion in Central Park. All clear, Spider-Man's here. Spectacular, spectacular. Spider-Man. Spectacular, spectacular. Spider-Man. Spectacular. Spectacular, 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 Spider-Man. Black Cat, entreaperçu pour la première fois dans le 9e épisode de la saison 1 pendant la nuit de la fête d'Halloween, fait juste un caméo discret faisant office d'œuf de Pâques. C'est plus tard dans l'imposteur, l'épisode 10 de la saison 1, qu'elle est un peu plus développée. Commençant dans un premier temps à être contre Spider-Man, c'est lorsqu'elle voulait s'emparer du symbiote et que Spider-Man s'est mis à travers de son chemin qu'elle finit enfin par devenir son allié. Elle a joué l'élément de résolution de l'épisode. C'était en grande partie grâce à elle que Peter a pu coincer le caméléon et redorer son image aux yeux du public. À première vue, elle n'a aucun super pouvoir, mais elle semble néanmoins avoir le même âge que Peter. Si vous suivez Marvel Spider-Man, vous savez qu'elle en a un. Elle a en effet le pouvoir de porter malchance. En ce qui concerne son identité civile, on n'en sait rien, on ne peut que spéculer. Étant principalement fan du Spider-Verse, particulièrement des dessins animés, je connais son identité. J'ai personnellement connu le personnage dans la série animée Spider-Man de 1994. Elle était là alors dans une version plus adulte. C'est Black Cat qui démarre cet épisode. Comme ce qu'elle était venue faire à l'Empire State University, elle a très certainement été engagée par un grand offrant pour dérober un artefact en échange d'une somme d'argent, puisqu'elle est une voleuse. Comme tout fan de super-héros, elle ne peut que faire penser à un autre personnage de DC Comics. Je parle ici de son homologue, Catwoman. Les deux personnages se ressemblent beaucoup, ne serait-ce que par leur nom. Catwoman, Black Cat. Après s'être joué de tous les obstacles qui se dressaient devant elle, elle est à deux doigts de mettre enfin la main sur ce qu'elle convoitait quand soudain, Hammerhead la surprend la main dans le sac. Il la met aussitôt dehors et il s'avère que la chose qui a attisé sa convoitise fera l'objet d'une vente aux enchères clandestines. On a affaire ici à toute une bande de mafieux. Mais avant de débuter l'enchère, il est d'abord primordial d'attendre que tout le monde soit présent. Nous avons dans l'ordre Hammerhead, le bras droit de L. Thompson Lincoln, connu sous le nom de Tombstone, le professeur Otto Octavius, connu sous le nom de Dr. Octopus, chef fondateur des Sinistres 6, Adrian Toomes, un membre des Sinistres 6, connu sous le nom du Vautour, Roderick Kingsley, un entrepreneur possédant une usine de parfums ayant des liens avec le monde criminel, Patch, un homme sous couverture dont l'identité vous sera révélée au cours de l'épisode, et la dernière qu'on attendait, Sable Manfredi, héritière du gang de son père après l'arrestation de ce dernier. Dans la super criminalité, elle est connue comme étant la super vilaine Silver Sable. Les mafieux ouvrent alors les festivités de l'enchère quand Kingsley surenchérit sur une somme d'argent qu'il ne possède pas encore à l'heure actuelle, mais qu'il sera en mesure d'obtenir le lendemain. Les concurrents de Kingsley en feront autant, alors la vente est repoussée au lendemain soir. Au lycée de Midtown, Peter et ses camarades de classe commencent par le séminaire de criminologie. C'est la seconde fois qu'on voit l'inspecteur Stacy faire son cours depuis qu'il a été assigné à ce poste. Il explique à ses élèves la raison pour laquelle il faut toujours avoir un coéquipier avec soi quand on est en service. Il parle évidemment de son métier. Pour illustrer son explication, je vais prendre ces deux policiers en exemple. Ne vous êtes-vous jamais dit pourquoi sont-ils toujours ensemble? L'inspecteur Stacy justifie cette mobilité en disant qu'à chaque fois qu'on est sur le terrain, on a toujours besoin d'un coéquipier pour couvrir nos arrières. Il allait un peu plus développer son raisonnement mais se fait interrompre par Peter, seulement parce que dans son développement, il allait faire collaborer notre jeune héros avec Flash. Peter prétexte sous forme d'humour qu'un chien lui serait plus utile car a plus de neurones que Flash. À la fin de ce séminaire, dans les couloirs du lycée, Harry remarque une chose assez inhabituelle. Peter possède un Oscorp Berry, une technologie de chez Oscorp, mais ce n'est là qu'un prototype. Ça veut dire que ce n'est pas encore en vente et que c'est toujours en phase de test. C'est ton père qui me l'a offert. Pour pouvoir me suivre à la trace.
Cette phrase m'interpelle parce qu'elle émet des doutes que pourrait avoir M. Osborn vis-à-vis de Peter. Peter a voulu rattraper le coup. C'est ce qu'on se dirait la première fois qu'on aurait entendu cette phrase. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très probable que M. Osborn suspecte Peter d'être Spider-Man. Si on met de côté la volonté de Peter d'avoir voulu remonter le moral de son meilleur ami Harry et qu'on prend cette phrase au pied de la lettre, on est en droit de se poser la question suivante. Pourquoi diable Osborn veut-il suivre Peter à la trace? Dans l'épisode précédent, Nedley est allé le voir pour lui demander s'il pensait que Peter pourrait être Spider-Man. Il réfléchit une seconde puis répond non. À mon avis, c'est que plus tard il a réfléchi à cette question et des souvenirs qui ont refait surface lui ont fait douter. Je vais être plus clair pour vous faire tenter de comprendre le raisonnement d'Osborn. Précédemment, M. Osborn avait fait une visite guidée à Peter dans un bâtiment qui allait plus tard servir de locaux pour Oscorp. Au moment où un employé d'Oscorp vient parler à M. Osborn au sujet d'Adrian Toomes, M. Osborn demande à Peter de sortir du bâtiment pour éviter qu'il entende ce qu'il a à lui dire. Quand Octopus menace leur vie en accélérant la détonation de la bombe, nous avons comme par miracle les sauvetages des victimes par Spider-Man. Si Spider-Man n'était pas Peter Parker, comment aurait-il pu se douter qu'à un tel endroit se cachait une explosion imminente? Dans ce premier cas de figure, ce n'est pas comme un moment où durant une patrouille, quelque chose attirait son attention. Les chances que Spider-Man passait par là étaient extrêmement faibles. Soit Osborn et ses employés ont eu beaucoup de chance, soit Peter Parker et Spider-Man. Pareillement avec le sauvetage d'Osborn dans le premier épisode de la première saison. Le deuxième cas de doute, c'est l'arrestation de son fils avec la colère de Tombstone. Dans la première saison, on a appris que suite à une consommation régulière d'un produit dopant, Harry souffrait d'un dédoublement de personnalité dont le deuxième était le bouffon vert. Spider-Man aurait dû le livrer à la police mais a préféré le laisser à son père, ce qui va à l'encontre totale d'un héros d'un justicier qui doit normalement faire justice sans prendre parti. La seule chose qui pourrait expliquer cet acte, c'est la relation qu'entretient l'homme sous le masque et le super vilain. Il faut aussi dire que M. Osborn a supplié Spider-Man de ne pas livrer son fils, parce qu'en prenant en compte toutes les attaques qu'il a orchestrées pour s'en prendre à Tombstone, il n'aurait pas pu le laisser s'en sortir aussi facilement. Il veut suivre Peter à la trace pour vérifier si ses déplacements correspondent à ce qu'indique l'emplacement du Oscorp Berry. Si le Oscorp Berry se trouve au même endroit que Spidey, il aura définitivement la preuve que c'est Peter Parker. Dans ces mêmes couloirs, arrive Liz pour rappeler à Peter de ne pas oublier leur dîner de ce soir. Mais avant, notre héros a promis à Foswell de passer au Bugle. Dans cet immense immeuble, on peut entendre la voix de Jonah résonnant depuis son bureau. La raison d'une telle impulsivité vient du fait qu'il refuse de publier un article de M. Foswell sur Silvio Silverman Manfredi, le père de Sable Manfredi. Ce baron du crime ne tardera pas à sortir de prison et selon Foswell, ça aurait été très intéressant de publier un article sur lui parce que tout le monde se demande comment il va s'y prendre pour récupérer son empire qui à l'heure actuelle est dirigé par sa fille. L'humiliation que subit Foswell va au-delà du simple refus, puisque non seulement les employés du Bugle écoutent discrètement ce que dit Jonah, avec Robbie qui assiste à la scène malgré lui, mais rajoute qu'à part le prix Pulitzer que Foswell a remporté il y a 12 ans, avec un dossier sur ce même Silverman, tout ce qu'il écrit depuis ne vaut plus un clou. Monsieur Foswell, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Jonah parle très fort. Vous voulez des photos pour votre article sur le retour de Silverman? Non, mon projet d'article vient de tomber à l'eau. Oui, j'ai bien compris. Mais s'il est question du grand patron, ça m'intéresse. Peut-être que de belles photos le feraient changer d'avis. At the night. Nous revoilà de retour à l'enchère. Patch se fait aussitôt expulser de l'affaire parce qu'il semblerait que son mystérieux employeur ait retiré tout l'argent qu'il avait sur son compte en banque. On peut aisément deviner qu'il s'agit de Jonah à la vue de cette sortie, car Patch est en réalité M. Foswell. Foswell a été infiltré une vente clandestine pour récolter plus d'infos sur Silverman. Jonah jouait seulement le rôle de la clé pour faciliter à Foswell d'écrire son article. En arrêtant de mettre son argent à disposition, ça a eu pour effet de mettre Patch sur la touche. Néanmoins, Patch a plus d'un tour dans son sac. Avant de se faire exclure, notre homme sous couverture a pris des précautions pour quand même avoir accès aux infos qu'il souhaitait. Eh oui, Patch a placé un micro sur Mencken. Bien joué, monsieur Foswell.
Mais en quoi ça nous intéresse? Ça leur intéresse parce qu'il va y avoir une vraie guerre des gangs qui va éclater. Au tout début, c'était Silverman qui gouvernait la ville, criminellement parlant. C'est seulement après son incarcération que Tombstone a pris sa place. Silverman va bientôt être libéré et comme la super criminalité est friande de compétition sanguinaire, Tombstone et lui vont devoir se livrer à une guerre des gangs sans merci. Cette guerre opposera les hommes de Silverman contre ceux de Tombstone et au milieu le Dr Octopus. Le camp qui obtiendra l'artefact de l'enchère verra son patron reconnu clandestinement comme maître de la ville. Vous vous demandez sans doute ce qu'ils vendent d'aussi puissant pour en arriver à contrôler toute une ville. C'est tout simplement un boîtier contenant un programme qui est capable de créer toute une armée de rhinos super mercenaires. Et la personne qui a été le plus offrant en vue d'obtenir cet artefact est Kingsley. L'échange aura lieu dans un des entrepôts de chez Oscorp, à l'adresse 116 Hudson Street pour être précis. Sous ces paroles, Peter accourt sur les lieux en prétextant de vouloir prendre des photos exclusives. Foswell pendant ce temps préviendra la police au cas où ça tournerait mal. Comme convenu à cette adresse, Kingsley est venu avec son argent et le vendeur avec son programme de création de rhinos. Alors que Kingsley se rappelle du lieu du rendez-vous, il se fait intercepter par la police. La police n'est cependant pas la seule à être sur place. Dans une moindre mesure, Sable Manfredi vient se rajouter à la fête sous les traits de Silver Sable. Sable veut se procurer le boîtier pour l'offrir à son père à sa sortie de prison. Mais elle non plus n'est pas la seule à s'y être rendue dans ces lieux. Hammerhead lui aussi veut le boîtier pour le donner à Tombstone. Spidey veut seulement éviter qu'une telle arme ne tombe entre de mauvaises mains. Pendant que la bataille fait rage, près d'eux, l'appareil photo de Peter capture des images de la scène. Kingsley dégage des lieux, laissant Hammerhead et Silver Sable se discuter l'artefact. Brillante stratégie de sa part, car il a substitué le vrai boîtier d'un autre totalement vide. Au milieu de cette guerre des gangs, Foswell est en retrait, tapis dans l'ombre, complètement dépassé par les événements. After 10. La course à l'armement n'en finit pas. Cette fois-ci, c'est le Rhino qui en a après Kingsley. Enfin, surtout le boîtier. Ce boîtier passe tour à tour entre leurs mains jusqu'à ce que Kingsley en a marre. Il en a assez, il téléphone à quelqu'un pour lui passer la police, puis il s'en va. Kingsley est en fait complètement dépassé par la tournure qu'a pris l'ampleur de l'enchère. Il est quand même traqué par un homme araignée super-héros qui sort des vannes à tout va, un homme rhinocéros bodybuildé à la peau blindée qui veut détruire le boîtier pour éviter que toute autre personne ne puisse créer d'autres hommes rhinocéros comme lui, et un ancien couple de mafieux détraqués qui ont plus l'air de se battre pour des problèmes conjugaux que par ordre nécessaire de leur supérieur hiérarchique à chacun. Remarquant les efforts monstres que fournit Rhino pour détruire le boîtier, Spidey lui propose de faire équipe ensemble puisqu'ils ont un but commun. Le super vilain accepte et une fois leur objectif atteint, il redevient un ennemi. Mais cette bataille menée sur ce terrain a déjà sacrément moché l'état des lieux, donc pas de deuxième round. Sable et Hammerhead s'en sont sortis et il ne reste plus que deux. Ils subiront l'effondrement tout comme l'a été Shocker, mais survivront. Les autorités qui ont été prévenues par Kingsley arrivent sur les lieux puis maîtrisent Rhino. Centrale à toutes les unités. C'est Mademoiselle Manfredi qui m'a soufflé l'idée. J'ai pensé que si ça marchait sur moi, ça marcherait sur les idiots de ce genre. Bien vu. Merci. Hey, avoir un coéquipier, ça peut toujours servir. En tout cas, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Tout s'est exactement passé comme l'a prévu M. Osborn. Celui qui a vendu le programme était en réalité un employé d'Oscorp. Il travaille pour M. Osborn. C'est lui qui a créé Rhino. Donald Menken est son assistant personnel. Il avait reçu pour ordre de vendre un faux programme à l'enchère pour récolter le plus d'argent possible. Ce qui signifie que même si Rhino n'avait pas détruit le boîtier, Kingsley, Hammerhead, Silver Sable ou toute autre personne qui aurait pu le posséder, eh bien ces gens-là n'auraient quand même pu jamais créer d'autres hommes rhinocéros. Le but d'Osborn était uniquement d'amasser le maximum d'argent. Kingsley a tout de même tenu à appeler Menken pour un remboursement, mais sa requête a été refusée. On passera sur le fait que Peter s'excuse d'avoir posé un lapin à Liz, pour finir avec Foswell qui a réussi à concrétiser son projet d'article. J'ai les photos qu'il vous faut. Rhino et Spider-Man unis contre Hammerhead et Silver Sable dans le but de détruire une nouvelle arme et d'empêcher la guerre des gangs. Vraiment? Mais oui, Foswell, où est donc cet article? Les clés de la ville aux enchères. Vous attendez quoi, un autre prix Pulitzer? J'ai un scoop à publier. Allez, dehors, dehors! Le titre de l'épisode est La guerre des gangs. Il a été réalisé par Kevin Alteiri d'après le scénario de Nicole Dubuck.
Les principaux ennemis sont Hammerhead, Rhino et Silver Sable. À la prochaine, Aaron, terminé.